l'émission Racaille, la radio des rapins sans foi, sans eau et sans courbette, qui va consacrer l'émission qui suit à Jules Adler, avec tout de suite ma camarade Pichelichou, qui va vous parler en tout cas de sa bio. Bon, alors on peut peut-être quand même revenir sur Jules Adler. Alors Jules Adler, c'est une exposition, c'est Jules Adler, peintre sous la Troisième République, une exposition qu'on est allé visiter à la piscine. La piscine, c'est à Roubaix, et on a découvert effectivement ce peintre qu'on a qualifié de peintre des humbles, qui a un peintre qui a une peinture qui va aller entre le naturalisme et un peu l'impressionnisme plus sur la fin de sa vie, et une peinture qui nous touche énormément parce qu'on va découvrir effectivement tout ce monde social, ouvrier, familial qui nous est cher. Alors Jules Adler est un peintre qui est maintenant complètement qui était quasiment inconnu, son nom dira pratiquement rien, sauf que finalement tout le monde le connaît parce qu'il y a une de ses toiles qui est devenue pratiquement une icône, c'est cette image de la grève au Creusot, où on voit le peuple qui manifeste avec des drapeaux bleu, blanc, rouge lors des grèves des usines Schneider en 1899, et en fait cette image a été reprise pratiquement dans tous les livres d'histoire, ou a même servi souvent à illustrer des couvertures de Germinal. Donc en fait on croit ne pas connaître Jules Adler, mais en fait on le connaît tout de même. Alors, qui était ce Jules Adler ? Alors, Jules Adler est né en 1865, le 8 juillet plus précisément. Il est né en Haute-Saône, à Luxeuil-les-Bains. Donc, il est d'origine juive. Ses parents sont originaires d'Alsace. Son père s'appelle Nathan Adler et sa maman Julie Grombach. Et donc, ses parents tenaient une boutique d'étoffes. Alors Jules Adler va rejoindre ses deux frères à Paris pour s'inscrire à l'école des arts décoratifs en 1882. Et là, il va échouer au concours de l'école nationale des beaux-arts. Il va s'inscrire à l'académie Julian, dans l'atelier de Bougreau et de Tony Robert Fleury. Voilà, il fréquente assidûment donc cette académie Julian jusqu'en 1890. Ensuite, il va devenir finalement un élève de l'école des Beaux-Arts, car il est reçu au concours de professeur de dessin. Et à partir de cette date, il va exposer régulièrement au salon, presque chaque année, quoi. Bon, il a tout fait pour réussir, Il a travaillé, en fait, comme tous les artistes dont on parle, il est rapidement passionné de dessin, et malgré son premier échec, il fera tout pour entrer donc dans cette école. Donc, il va avoir après une première toile qui va être achetée par l'État, une toile qui s'appelle Léla. Donc là, comme Léla, les fatigués, ce sont tous les ouvriers. On y reviendra un peu après dans la partie artistique. Et là, il vit à Paris vers la place de la République. Après, il ira rejoindre plutôt le coin des Batignolles, mais pour l'instant, il vit à Paris. Et quand on arrive en 1898, au moment de l'affaire Dreyfus, il rejoint forcément ce camp des Dreyfusards, et il paraît que chez lui, ce sera donc un QG des Dreyfusards. C'est là que les gens viendront discuter. Donc jusqu'en 1911, lui vivra en tout cas à Paris. Après, en 1899, justement, il va faire des séjours régulièrement. Il va aller au Creusot en novembre pour assister à ces grèves. Donc, ce qu'il va peindre, c'est pas simplement ce qu'il voit, ce qu'il peut supposer. Il sera sur place, et il va justement assister au défilé de ces 7000 employés des usines Schneider en grève. Voilà. Après, il va aussi voyager à partir de 1900. Il va voyager à Charleroi avec le peintre Tancred Sinave, et il va rencontrer Constantin Meunier, et d'ailleurs on va l'appeler le Constantin Meunier français. D'ailleurs la lecture que je ferai après, c'est un texte un discours qu'il a prononcé en Belgique. Donc il va aller à Bruxelles. Il va aussi faire partie du comité fondateur du premier salon d'automne. Il va rencontrer Stenlen. On sent bien, de toute façon, il y a ce côté, cette proximité avec les ouvriers qui va forcément les rapprocher. Donc, ce sera un ami de Stenlen. Alors, une des parties de l'exposition qu'on commentera ensuite après, à partir de 1910, il va aussi, 1910-1913, il va passer une partie de ses étés dans le Nord. Donc, on va le retrouver du côté d'Étaples, du côté de Montreuil-sur-Mer, du côté de Boulogne. Et là, il va peindre ce monde de la pêche. On voit bien ces hommes qui partent à la pêche, qui reviennent pas, ces femmes de pêcheurs. Donc, il y aura toute une série de toiles qui relateront tout ça. Oui, parce qu'on parle souvent des ouvriers, de la misère ouvrière.
la misère des pêcheurs, elle n'avait rien à leur envier. Hein. Voilà, alors après, c'est au moment de la guerre, en fait, avec son épouse, en 1915, ils vont organiser une cantine sur la place Pigalle. Et il aura une mission de peintre en 1917 aux armées. Il est à Souilly-sur-Meuse. Il est sur le front de Verdun. Et là, en fait, il va croquer la guerre, mais justement pas dans une vue forcément nationaliste. Il va croquer les barbelés, les mutilés, la souffrance. Donc pour en faire une exposition qui sera à la galerie de Vambès, quoi. Donc ça, ce sera tous ces dessins qui ont été réalisés dans une usine de guerre. Donc Jules Adler va régulièrement exposer. En 1929, il va obtenir pour 5 ans un poste de professeur de dessin à l'École nationale des Beaux-Arts. Et en 1933, ce sera l'inauguration en fait du musée Jules Adler. Où il est, ce musée? Il est à Luxeuil-les-Bains, dans sa ville de naissance. Et justement, après l'exposition, on va voir aussi qu'il va peindre des fresques sur les thermes de Luxeuil. C'est ce qu'on voit en fin d'exposition. Compte, en fait, en 44, le 29 mars 1944, suite à une dénonciation, Jules Adler et son épouse sont arrêtés à leur domicile et ils vont être internés durant 6 mois à l'hôpital Fondation Rothschild, malgré une intervention de la Société des artistes français. Et là, le peintre réalise de nombreux croquis des autres internés, et pendant ce temps-là, leur appartement rue des Batignolles va être dévasté, quoi. Et il va décéder en 1952, il va décéder à Nogent-sur-Marne. En fait, il sera dans la misère, à la maison des artistes, parce qu'en fait, il aura très peu de revenus, et ensuite sera inhumé au cimetière Saint-Vincent à Montmartre. Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes, ça vient au monde, cher à Guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors ça se fout sur la paille, cher à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, pas d'héliogabale, d'effroi saisi. Quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil. Pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, cher à Macquart.
Fille d'ouvrier, Michel Bernard. Oui, comment dirais-je, une chanson assez bouleversante. Voilà, à chaque fois, je tombe dans le piège, je le cherche. Bah, tant mieux. Vous êtes sur Radio Soupente, la station de Rapin, 100 x 100 voix et 100 courbettes. Il faut dire qu'à un certain âge, faire des courbettes, c'est de plus en plus difficile. Et c'est l'émission Araka consacrée aujourd'hui, en ce moment, on vous en cause, à Jules Adler, un artiste assez extraordinaire, en tout cas pour nous, qu'on l'a redécouvert. C'est ma camarade, je crois qu'il l'a redécouvert. Elle redécouvre beaucoup, sinon une découvreuse en même temps, une redécouvreuse. Voilà, et comme elle vous l'a déjà susurré dans le cornet, on est allé à Roubex, à une exposition à la piscine, où on a pu se gaver de l'Adler à donf. Et il fallait voir ma camarade, elle fait de la lévitation dans ces cas-là. Alors c'est une attraction publique. Ouais, c'est une très belle expo, donc on pourra rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et là, en fait, il y avait justement une photocopie d'un extrait de journal, d'un discours de Jules Adler. J'ai dit tout à l'heure dans sa bio que Jules Adler est allé régulièrement à Bruxelles, qu'il avait rencontré Constantin Meunier et qu'il était fasciné donc par la Belgique. Donc voilà un extrait d'un de ses discours qu'il a fait en Belgique. J'ai appris en de fréquents voyages à aimer la Belgique. J'aime la qualité puissante de sa lumière, son atmosphère limpide, le charme profond et intime qui s'en dégage. J'aime particulièrement ses artistes. J'aime en vos peintres leur qualité franche et puissante de matière. Nos ciels gris et soyeux de l'Île-de-France et de Paris résisteraient mal à vos accords sonores. De là, peut-être à cause de l'atmosphère même, une différence de moyens d'expression entre vous et nous. D'ailleurs, nous sommes tous, je pense, d'un même avis. Qu'importe la langue, pourvu que par des moyens, même très modestes, on dise de son mieux tout ce que la nature vous raconte. J'ai travaillé à Charleroi, j'y ai vécu des heures émouvantes, là-haut, sur ce terrain de la Providence qui domine toute la vallée de la Sambre, et d'où j'assistais chaque soir, très ému, au formidable spectacle de la nuit qui descendait. La ville au loin était mangée par les fumées, les hauts fourneaux s'allumaient, et des tas d'étoiles d'argent et d'or, venant du ciel et des corons, racontaient de leurs yeux la vie profonde qui naissait dans la nuit. Et c'est à cette époque que j'eus la grande joie de rencontrer mon vieil ami Watley, qui me fit connaître votre grand sculpteur Constantin Meunier, cet artiste admirable qui fut un peu mon patron et m'honora de son amitié. Et ce n'est pas un pieux devoir aujourd'hui de témoigner devant vous de l'hommage de sa mémoire, les sentiments fidèles et de mon admiration profonde. Me voici à nouveau en Belgique, où grâce à de vieilles affections, vous m'avez convié à poser devant vous, je vous en remercie. Maintenant me voici arrivé à l'âge où déjà on se retourne pour regarder derrière soi la route parcourue, on réfléchit davantage, jugeant plus exactement des raisons essentielles et multiples, souvent mystérieuses qui ont fixé le sens de notre vie. Je me rends maintenant compte que ma nature me pousse à exprimer surtout la vie profonde des êtres et des choses plutôt qu'à tourner de l'œil une grande fête de couleurs. Une phrase d'Homère recueillie dans l'Iliade m'a toujours profondément impressionnée. Une œuvre n'est éternelle que si elle est traversée par quelques frissons d'humanité. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec Homère. D'ailleurs, c'est un vieux camarade de combat, Homère. Hein. On va boire des pourres ensemble, on a fait des teufs terribles avec le père Homère. Là, oui, non, franchement, il faut un peu, comment dirais-je, vous remettre au goût du jour, les enfants, là. Hein. Voilà, donc en fait, on voit dans ce discours, effectivement, tout ce qui va transparaître, en fait, dans l'œuvre d'Adler, dans ses tableaux, dans son attachement, justement, aux gens qui va peindre à ces paysages. Tout à fait. Il est surtout, de mon point de vue, hein, mais bon, on peut avoir des avis sûrement différents, et j'en serais tout à fait heureux. Pour moi, c'est un peintre du peuple, de la misère, du travail, etc. Un peu comme Constantin Meunier, qui n'a pas fait que de la sculpture, il a fait aussi de la peinture, et il a peint les hauts fourneaux aussi. Hein. Ouais, on avait été voir son musée, c'est à Ixelles justement, ouais, il y a un musée avec ses sculptures et ses peintures. Et c'est avec ma camarade, a ramassé une pour une en Belgique. Voilà, non. Constantin Meunier, si vous avez le courage de bouger vos popotins, vous allez à Roubex, à la piscine, et là,
vous pourrez planer comme ma camarade, ou léviter. Ouais, Jules Adler, pas Constantin Meunier. Quoique justement, à côté de cette exposition sur Jules Adler, il y a une partie qui est justement consacrée aux sculpteurs belges. Donc il y a on peut voir quelques œuvres de Constantin Meunier, pas ces grandes sculptures qu'on a vues sur place, mais des sculptures beaucoup plus petites justement. Oui, parce qu'il fait aussi dans le monumental. Mais dans le monumental, c'est des fondeurs, c'est des gens comme ça, avec des masses, ou des paysans avec leurs binettes, là, leur sarcloir, etc., ou leurs faux. Voilà, c'est des choses solides. Caprice sans lointains horizons, nos marines sont pastorales et les écluses nos escales. Tout le long des canaux, adieu, au pas lourd des chevaux, adieu. Nous sommes les marins d'eau douce qu'un cheval tire sans secousse, d'un pas engourdi, du nord au midi, de ville à village, au cours des hallages. Nous allons sans repos, adieu, au pas lourd des chevaux, quand viendra la minute du repos éternel, je veux comme une brute qu'on me mette au soleil dans une passe fréquentée pour entendre les éclusées tout le long des canaux, au pas lourd des chevaux, nous sommes les marins d'eau douce qu'un cheval tire sans secousse, d'un pas engourdi, du nord au midi, de ville à village, au cours des hallages. Nous allons sans repos, adieu, au pas lourd des chevaux, adieu. Chanson de Halage, interprétée par Damia, justement, qui traduit bien un peu cet effort des travailleurs là, que Adler pourra représenter, sauf que lui ne représente pas avec des chevaux, il va représenter effectivement les gens qui tirent avec des cordes les péniches sur les canaux. Quoi. Oui, comme l'avait fait Dorignac avec ses fusains, là, on voyait 3 femmes qui allaient une péniche, enfin, elles étaient costauds, hein, mais bon, quand même, aller une péniche, ça pèse quand même quelques tonnes. Voilà, disons que sur l'eau, c'est peut-être plus facile, mais bon, quand même. Ouais, mais c'est vrai qu'on retrouve un peu, forcément, on retrouve ce mouvement, ces corps complètement en biais pour avoir la force de pouvoir tirer, quoi, ces visages marqués par le travail. Donc cette expo Jules Adler, c'est quand même une grosse exposition. Donc il y a plusieurs sections, hein, puisqu'il a représenté, on a vu, donc il y aura une partie qui est consacrée aux rues de Paris avec les ouvriers, les humbles et puis plus les miséreux, ces petits métiers, ces joies populaires, ces boulevards, ces canaux. Il y a une partie donc qui est consacrée aussi aux travailleurs d'usine, hein, c'est aux grévistes, aux paysages industriels. Une partie justement avec ses croquis de guerre, là c'est ce qu'il a croqué quand il était parti au front. Une section aussi consacrée aux matelotes, là quand il était en résidence, quand il passait ses vacances dans le nord de la France.
Et puis une partie que j'aime beaucoup aussi à la fin sur les campagnes, sur ces cheminots et ces paysans, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ce que j'ai remarqué dans son travail, ce sont des ouvriers, ce sont des gens qui crèvent, quoi, de faim, de misère, de froid, de tout ce que vous voulez. Mais par contre, les visages, ils sont pas torturés du tout. C'est souvent, la plupart du temps, des visages assez sereins. Voilà. C'est ça qui est aussi assez intéressant dans sa vision de l'humanité. C'est qu'il appuie pas bêtement sur le miséreux, quoi, en mettant des traits ou des attitudes qui accentuent encore cette misère. Mais voilà, c'est des gens, ils ont pas l'air d'être plus malheureux que ça, quoi. Alors que pourtant, ils sont malheureux. Et on voit leur situation, on voit leurs vêtements, on peut pas douter que leur vie doit être terrible. Ouais, mais il a cette proximité justement qui traduit bien par sa peinture naturaliste. Et ses premières toiles sur Paris, justement, il y a cette toile des là où on voit tous ces ouvriers qui partent travailler. Bah ouais, c'est le matin, ils partent travailler, ils sont côte à côte dans la rue. De même qu'il y a une toile qui s'appelle le Faubourg, où là c'est le peuple qui est dans la rue. Bah c'est celle-ci, je crois, le Faubourg où il est là qui se rend au travail. Donc il y a tous les détails, il y a les vitrines, il y a une jeune ouvrière avec son compagnon, il y a une petite modiste. D'ailleurs, il a fait aussi un jeune trottin là, qui est toute seule, qui est représentée seule, une toile d'une jeune femme qui va travailler. Oui, parce que là, j'ai sous les yeux une peinture d'un pêcheur et de sa femme qui sont sur la jetée d'un port ou d'une rivière plutôt. Et quand on voit les peintures naturalistes qu'on a vues sur la Manche, là, à Étaples, etc., vraiment, les visages traduisent une souffrance là, pas du tout. Alors là, c'est ma vision. Enfin, peut-être que j'en rajoute un peu, mais quand même, je veux dire que je viens de découvrir ça plus maintenant, parce qu'évidemment, quand on est une expo, même si l'expo, c'est pas une expo à Orsay ou des trucs comme ça, il y a quand même des gens qui vous distraient un petit peu voilà, moi ça me gêne tout le temps, la proximité des regardeurs, autres que moi. Voilà, non. Et là, il y a alors ça fait penser un peu à Van Gogh sur le chemin d'Arles. C'est une peinture justement d'un cheminot ou d'un trimardeur sur une route, bordée d'arbres, et vraiment, on pense vraiment à la peinture de Van Gogh, sur la route d'Arles quand il va peindre, voilà. Mais c'est encore une fois une peinture, c'est léger, voilà, il y a une douceur dedans qui atténue, si vous voulez, qui atténue le côté difficile de la vie de cet homme, voilà, parce qu'un cheminot, c'était pas une vie de tous les jours très très folichonne, quoique. Ouais, quoi qu'il y avait une indépendance aussi, justement, il y avait, parce qu'il y a pas mal de peintres comme Pissarro, anarchistes aussi, qui ont représenté ces cheminots justement par rapport à cette liberté. Et d'ailleurs, ces toiles qui sont dans les avant-dernières, pratiquement l'avant-dernière salle, justement, sont plus rehaussées en couleur que ces premières toiles naturalistes. Oui, tout à fait. Non, mais il y a quand même dans la touche, il y a une douceur qui est assez curieuse parce que quand les peintres naturalistes sont pas vraiment dans la douceur de la touche. Donc il y en a, on voit pas du tout de touche, mais bon. Lui, on voit une touche, mais elle est quand même assez. Voilà, c'est là j'ai un couple encore de marins. Peintre naturaliste, et on l'appelait le peintre des humbles, voilà, c'est ça. Et là, on voit un pêcheur avec un petit bonnet à pompons et sa femme qui porte un sac assez lourd, un panier, quoi, dans le dos.
Et l'homme sourit, et la femme, elle n'a pas l'air aussi exténuée qu'elle devrait l'être. Voilà. Ouais, il y a toutes ces représentations, effectivement. Les salles sont bien distinctes. Il y a aussi une partie sur Limoges. Il y a un enterrement. Il y a des femmes qui sont dans une rue dans le Limousin là, qui discutent, qui sont de dos. En fait, je trouve qu'on est vraiment. Il y a une maman avec son enfant, celle que j'ai mise sur le blog là. Et là, dans cette photo, il y a l'enfant justement qui est habillé en rouge, qui ressort complètement au premier plan. Il y en a une que j'aime bien aussi, c'est des fumées qu'on voit à Batignolles. Et là, les gens sont les enfants et le monsieur qui regarde sont derrière une grille. Et en fait, on voit les fumées derrière la grille et ils sont tous de dos. Ouais. Oui, ça, il a fait beaucoup là, j'en ai une sous les yeux. Il a fait beaucoup de peintures où il y a deux personnages, un homme et une femme de dos. Alors, il y avait quelqu'un qui m'a raconté une histoire à propos parce que de peindre ou de dessiner ou de représenter des gens de dos, si vous voulez, ça stimule l'imagination. On peut imaginer, voilà, on peut imaginer ce qu'ils sont, etc., etc. Voilà, c'est quelque chose qui pose des questions en tout cas. C'est pas complètement innocent. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment une belle découverte que ce travail de Jules Adler. C'est une exposition qui avait été montrée déjà avant à Évian et à Dole, donc là qui est à Roubaix. En plus à Roubaix ça résonne quand même avec tout ce passé industriel des usines, des défilatures, où il y a eu effectivement là aussi des grèves, tout ce passé industriel. Voilà, une des dernières toiles dans cette exposition, c'est une toile très grande. C'est Paris vue du Sacré-Cœur. Donc là, c'est pareil, c'est encore des gens qui sont principalement de dos. Oui. Et là, c'est donc Paris vue du Sacré-Cœur. Donc c'est une toile qui est un peu différente de des peintures qu'on avait vues jusqu'à présent. Elle est plus douce. Je ne sais pas si elle est plus poétique, mais je trouve qu'elle est moins forte quand même que justement celle des enfants devant la grille là, qui fait un peu penser presque à des photos de douaneaux avec les petits gosses et leur béret, quoi. Et donc il y a ce musée à Luxeuil qui a été fait à la demande d'Adler. En 1932, Adler avait manifesté ce souhait de faire don à sa ville natale de plusieurs dizaines de peintures et de dessins pour ouvrir un musée qui lui était consacré, ce qui a donc eu lieu en 1933. Donc en fait, il a eu de son vivant, il a pu avoir un musée. Ben, c'est quand même une belle récompense pour quelqu'un comme lui. Mais ça l'a pas empêché de finir sans le sou, quoi. De finir à la maison d'artistes de Nogent-sur-Marne. Hein. Enfin, il y a pire comme maison de retraite, il y a pire comme hospice, parce que là, ils ont un parc de 10 hectares, voilà. C'est quand même pas mal. Voilà, on peut que vous conseiller donc soit d'aller faire un tour à Roubaix pour voir effectivement les autres expositions qui sont présentées à la piscine, ou d'attendre, je crois, la mi-octobre pour aller voir ces toiles à Paris. Nous sommes les crèves de faim, les va-nu-pieds du bon chemin, ceux qu'on nomme les sans-patrie, et qui vont traîner dans leur boulet d'infortune toute la vie, ceux dont on les dit sans pitié, et que sans connaître on redoute, sur la grande route. Nous sommes nés, on ne sait où, dans le fossé, un peu partout, nous n'avons ni père ni mère, notre seul frère, c'est le chagrin, notre maîtresse c'est la misère, qui jalouse jusqu'à la fin, monsieur nous guette et nous écoute. Sur la grande route, nous ne connaissons point les pleurs, nos âmes sont vidées, nos cœurs sont secs comme les feuilles mortes, nous allons manger notre pain, c'est dur d'aller nous refroidir aux portes, mais hélas quand on a faim, il faut manger coûte que coûte. Sur la grande route, l'hiver d'aucuns de nous iront dormir dans le fossé profond, sous la pluie de neige qui tombe, ce fossé-là leur servira de l'auberge de lit et de tombe, car au jour on les trouvera, double de froid et mort sans doute, sur la grande route.
les va-nu-pieds du grand chemin, ceux qu'on nomme les sans-patrie, et qui vont traîner dans leur boulet l'infortune toute la vie, ceux dont on est dit sans pitié, et que sans connaître au doute, sur la grande route. Sur la grande route, le petit crème, c'est un texte de Gaston Coutet. Voilà, ça c'est pour nos cheminots. Voilà, après cette rediffusion sur ce peintre Jules Adler, les expositions. Donc Jean et Lyon, la prose du monde au musée d'art moderne jusqu'au 18 août. La voix de la forêt, Théodore Rousseau au Petit Palais jusqu'au 7 juillet. Se souvenir de Théodore Rousseau à Barbizon jusqu'au 16 juin. David Hockney au musée des Beaux-Arts de Rouen jusqu'au 22 septembre, Auguste Herbin, le maître révélé au musée de Montmartre jusqu'au 15 septembre, 1874, inventer l'impressionnisme jusqu'au 14 juillet au musée d'Orsay, Galerie Kaléidoscope, Sabine Monéris, à la Fondation Custodia, un œil passionné jusqu'au 7 juillet, la banlieue post-impressionniste Constant Pape au musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux jusqu'au 13 juillet, Eugène von Miyen au musée Pissarrois Pontoise jusqu'au 7 juillet, une magnifique découverte, c'était notre émission de la dernière fois. Et la police qu'on va aller voir vendredi au musée d'histoire vivante de Montreuil, la police dans l'œil de Josso et Faujour. Alors Josso, caricaturiste 1866-1951, et Faujour qui lui est né en 1951. Et c'est l'écrivain et militant Maurice Rachfus qui a fait un lien entre les deux et qui a permis de faire cette exposition. Donc ça, je pense que ça va bien nous plaire sur les violences policières d'hier et d'aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. En plus, toi, tu as beaucoup lu Maurice Rachfus. Ouais, je crois que je l'ai presque tout lu, mais ben, bon, quoi qu'il ait écrit 40 bouquins, je crois. Alors, ouais, mais enfin, à un moment, tu les achetais tous, quoi. Le culturel de la semaine. Donc moi, je suis partie une petite semaine faire marcher mes gambettes autour de Belle-Île et j'ai pu lire du coup au bord des falaises. Au bord des falaises avec mon sac à dos. Et j'ai pu lire donc La vie têtue de Juliette Rousseau, un très très beau livre. Il me fallait un livre qui tienne dans mon sac à dos et qui ne soit pas trop lourd. Donc à part avoir un incuniable, je vois pas. Ah, quand même, voilà. Donc c'est un très beau texte sur une histoire de deux sœurs. Elle s'adresse à sa sœur qui est décédée d'un cancer et elle revisite un peu toute leur vie dans la. Ton histoire. Il y a un peu de mon histoire, ouais. Elle revisite un peu toute la vie dans la maison familiale. Par contre, il y a pas mal de. Elle parle de sa mère, de sa grand-mère, quelque chose que moi j'ai pas du tout vécu, mais c'est très beau. Elle lui écrit des poèmes, elle raconte un peu des passages. T'as connu ta grand-mère. Oui, mais pas ce qu'elle raconte avec sa grand-mère sur des violences qu'il aurait pu y avoir. Mais c'est vraiment un très beau texte avec des passages poétiques. C'est très bien écrit, donc c'est un livre que je conseille vraiment. Et tout de suite, le salut à nos Amanches, et ça vient de disparaître. Claude et André de la Nation, Claude et William de nos potes de Brest. On espère que tout va bien à Brest. On sait que la canicule sévit là-bas, hiver comme été, donc on a une pensée émute pour eux. Jean-Paul Sourat, notre immense peintre de Couleguerbranche, dans la banlieue de Dunkerque, petite maison de Schnorr en briques rouges avec un petit jardinet qui donne magnifique. Sur la cuisine. Et un kiwi. Ouais, des kiwis, oui. Voilà. Non mais Jean-Paul Sourat, enfin il fait quand même, il a un tout petit atelier dans sa maison, une pièce quoi, voilà, qui est pleine du sol au plafond. Il paraît qu'il a un autre atelier, je ne sais plus dans quelle bled. Oui, dans une autre région. À la campagne. Dans la Bourgogne, dans l'Indre, je ne sais plus. Oui. Claudine, une pote à ma camarade Piquet-Coup, qui s'intéresse beaucoup à l'art, d'une manière générale, qui elle aussi cavale avec son compagnon aux quatre coins de la France pour voir des expositions. Corinne, Joël, Anne-Emmanuel et Frédéric, quatre poteaux qui font dans la barbouille, dans l'illustration et dans la, comment on dirait, dans la tapisserie, avec Joël, lui, qui est un vagabond,
qui passe la plupart de son temps en Égypte. Voilà, on se demande bien pourquoi. Mais enfin, c'est un mystère qui restera mystérieux. Sophie Villoutrex-Brageux, une graveuse dont on a découvert une partie de l'œuvre à la place Saint-Sulpice. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la taille d'épargne, Agnès Dubar en relégation en Bretagne Sud, elle qui travaille aussi follement. Agnès que j'ai pu croiser justement aux Journées de l'Estampe cette année à Saint-Sulpice, qui était radieuse, en pleine forme, ça faisait vraiment plaisir. Oui, parce qu'on l'avait connue radieuse il y a quelques années, et après elle était moins radieuse. Là elle était magnifique. Bon, tant mieux pour elle. Thierry Morciot, un graveur bruxellois dont on adore le travail, c'est peu dire. Alice Amoroso, une graveuse très jeune, qui a beaucoup de talent aussi. Raoul Villoula, un jeune graveur talentueux. Colette Jacqueline, ce sont deux veuves de peintres d'immenses. Enfin, il y en a un, c'est plus un plasticien, c'est Edon, et le compagnon de Jacqueline, c'était Raymond Imbert, lui qui est vraiment un peintre. Un peintre un peu... Mais je trouve que son travail, plus je le regarde, plus je le trouve assez extraordinaire. Enfin, il y a quelque chose dedans que je pige pas très bien, mais qui est... Et d'ailleurs, j'ai remarqué sur Dilacer, sur son catalogue, que sur la fin du catalogue, il y a 2-3 images qui ressemblent... Enfin, on sent qu'il a été un peu inspiré quand même par Raymond Imbert. Enfin, tout le monde, tout ce petit monde, hein, bref. On n'est pas trop étonné. Liliane et Laurence, deux écrivaines dont une a pris le large, c'est Liliane et reste Laurence qui doit s'appuyer toute seule la continuation de leur œuvre. C'est des romans policiers qui se passent à Paris, qui sont très très intéressants à lire pour simplement, au-delà des intrigues policières, simplement, il y a des descriptions de Paris, c'est vraiment qu'est-ce que c'est cet écrivain ? C'est Victor Hugo qui a écrit des pages et des pages sur Paris au temps de son époque, quoi, qui est assez extraordinaire. Et puis il y a aussi Balzac. Balzac aussi, c'est autant du roman historique que du roman policier, quoi. Ouais, tout à fait. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, t'as des nouvelles ? Non, faut que je l'appelle. Bon. Marie-Christine et Christophe, deux militants chez Mélette, qu'on n'a pas vu depuis 10 ans peut-être. Enfin bon, on pense à eux toujours, nous, hein, en tout cas. Cécile, tu la sens ma 5e puissance, Cécile, on la sent et on t'aime. La Russe et Flamboyant qui collabore à une radio unique pour 2 émissions, une sur les enfants, une sur leurs parents, des émissions de qualité, puisque c'est une ancienne enseignante. Enfin, on espère que les anciens enseignants sont quand même des gens respectables. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Merle, dont nous avons découvert et aimé l'œuvre, sur les 6 messes de la librairie L'Empreinte de Florence Quenu à Bourg-en-Merle. Dominique Polladardon, une galériste chérie, dont on chérit donc le souvenir, ainsi que celui de sa maman, Thérèse Franco. 2 grandes galéristes parisiennes sans qui le monde de l'art ne serait pas tout à fait ce qu'il est. Marie Dognaud, une galériste aussi qui anime la galerie Kaléidoscope sur la rive droite, dont les expositions sont toujours très très intéressantes. Voilà, et Anne Sinoraska, une peintre polonaise, camarade de palier pratiquement de ma camarade Piqueco, qui est une peintre amateur, mais qui peint comme une professionnelle, voilà, dont on aime beaucoup le travail. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracari.fr. On se finit avec Mélissel. Mélissel, mon mime. Salut à tous. Salut les copines, salut les copains. Malgré l'écran suet du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans
faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une est seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.